fait le mandala qui est en train d'être fait par les moines. Donc on a l'honneur d'être avec nous en fait Monsieur Tupte Wanchela, qui est le député du Parlement tibétain en exil. Il est également fondateur et directeur de la Maison du Tibet à Barcelone en Espagne. Et on a également parmi nous Monsieur Jean-Pierre Barou et Madame Sylvie Crossman, qui ont co-organisé en fait 4 mandalas du Kala Chakra en fait en France. Et ils avaient aussi en compagnie Monsieur Tupte Wanchela en fait comme représentant du Dalai Lama. Ils sont auteurs de plusieurs livres sur le sujet du mandala, et ils sont également éditeurs. Ils ont fondé en fait une maison d'édition qui s'appelle Indigène Édition, qui a publié en fait un best-seller des 15 dernières années qui s'appelle Qu'indignez-vous. C'est un œuvre signée de Stéphane Hessel. Donc je vous prie d'écouter avec attention la conférence. Merci. Voilà, merci d'être tous là. Je vais très vite passer la parole à Wang Chen, avec qui effectivement nous travaillons depuis 1994, donc de nombreuses années, et puisqu'il est le représentant officiel du Dalai Lama pour la partie sud de l'Europe, à Barcelone, et il a étudié pendant de nombreuses années au monastère Namgyal, le monastère du Dalai Lama. Et c'est à ce titre que nous l'avons rencontré lorsque nous avons organisé ces expositions sur le mandala de Kala Chakra à la Villette, pour ceux qui étaient parisiens, mais aussi à Strasbourg, à Montpellier et à Nice. Donc je vais tout de suite passer la parole à Wang Chen et je me permettrai de traduire, parce que même s'il parle bien français, je pense qu'il préfère parler en anglais. Wang Chen, à vous. 차동고로 유배 개워동 전동 개와 상을 상계동 강라간 뒤때라 대ตึ뭐 증뭐 지르세라 차체로 So thank you very much, and I'm so happy to be here in the pagoda. Merci à tous, je suis extrêmement heureux d'être ici dans la pagode. Thank you for organizing this kind of conference about mandala. Merci d'avoir organisé cette conférence sur le mandala. And also the Guru de Tibet and the Mission de Tibet organized this one, so important Himalayan festival. Et merci à la Maison du Tibet, au Bureau du Tibet d'organiser ce festival qui est si important pour le Tibet. And so, but the weather is a little bit different here in Paris, but don't worry too much. Le temps est malheureusement assez différent ici de chez nous, à Paris, mais ne vous faites pas trop de soucis. So, we are here to learn a little bit about the culture, spiritual, and the Tibet in general. Nous sommes ici pour parler et apprendre, en apprendre un petit peu plus sur la culture tibétaine, sur le mandala et sur la culture plus généralement. So, we Tibetans, what we can offer to the world is our spiritual value and our Buddhist culture. Ce que nous, Tibétains, pouvons offrir au monde est nos valeurs spirituelles et la culture tibétaine. And Buddhist or any kind of religion, Catholic, Jewish, Muslim, Hindu, we all talk about compassion and love is important. Toutes les religions du monde, aussi bien les bouddhistes que les chrétiens, catholiques, que les musulmans, nous parlons tous de la compassion qui est une valeur essentielle pour le monde. And therefore, the monks here, they are making mandala of generosity, compassion.
Et les moines qui sont ici, j'ajoute juste à ce que dit Wang Shen, Seba et Tsering sont des moines du monastère Ganden, qui est un des monastères historiques du Tibet, réinstallé en Inde, et ils sont ici pour faire ce mandala de la compassion devant vous. Yeah, and especially we are in front of a big Buddha statue. Buddha's message is compassion and love and non-violence. Et nous sommes en face, enfin derrière nous est ce grand Bouddha, dont évidemment le message est à la fois la compassion, l'amour et la non-violence. I remember slightly that in 1984, something like Dalai Lama came here to inaugurate Blessed with the Jacques Chirac. Je me souviens qu'en 1984, Sa Sainteté le Dalai Lama était ici pour bénir ce Bouddha en présence de Jacques Chirac. Yeah, Jacques Chirac and His Holiness Dalai Lama, and I was here also. Et j'étais ici aussi avec eux. Yeah, almost 40 years. Près de 40 ans sont passés. But important is still we are alive. L'important est que nous sommes toujours vivants. In the world, we see that every phenomena is a nature of impermanence. Nous savons que dans le monde, tous les phénomènes sont par nature impermanents. Never last forever. Ils ne durent jamais pour toujours. Come and goes and up and down and giving birth and dying. Ces phénomènes vont et viennent, ils montent et ils descendent, ils donnent vie et ils donnent la mort. But now we have to feel so fortunate that we are still alive. Besides what COVID happened, yes, but we are still alive. We have to gratitude every morning to God, to Buddha, Allah, whoever it is. Mais aujourd'hui, malgré aussi ce terrible événement qu'a été le Covid, nous sommes encore vivants et nous rendons hommage, nous sommes reconnaissants tous les matins et nous rendons hommage à la fois au Bouddha, au Dieu des musulmans, au Dieu des chrétiens, du fait que nous sommes en vie. Yeah, so compassion mandala is working just now, but tomorrow it won't be here. Donc le mandala de la compassion, a agi, qui est en train d'être fait, agit, mais demain il ne sera plus là. So this shows that a so beautiful mandala, monks putting there so many efforts, many hours, but yeah, sooner or later this will go out, and this shows us the impermanence of the life. Oui, ce mandala donc est le symbole même, l'expression même de l'impermanence de la vie, puisque le travail qu'ont fourni ces moines, un travail assidu, difficile, va le produire, mais en même temps ce travail va être réduit à néant demain, puisque ce mandala aura disparu. So okay, then now we talk about mandala, yes? What is a mandala? Maintenant, parlons vraiment du mandala. Qu'est-ce qu'un mandala? In Tibetan word, gilkor means center of the circle. En tibétain, gilkor, c'est le mot pour un mandala, veut dire le centre d'un cercle. And this is very spiritual art. C'est un art profondément spirituel. There are so many modern art, Picasso, Dali, and but really the art of mandala is taught by Buddha himself. L'art est très présent dans le monde, Picasso, Dali, Matisse, mais l'art du mandala est aussi un art contemporain et c'est un art extrêmement important qui vient du Bouddha lui-même. So it's very important mandalas in monasteries. We were taught how to make mandalas.
C'est très important au sein de nos études monastiques. Ce mandala est extrêmement important. On nous a enseigné à le faire. And mandalas are like, very colorful and very, balance, energy and harmony. Oui, les mandalas sont à la fois pleins de couleurs, mais aussi pleins d'énergie. And it has different, colors and different figures and different mantras, all are spiritual, symbolic. Donc il y a de nombreux mandalas, ça on y reviendra, puisqu'au centre de chaque mandala il y a un Bouddha en particulier, mais tous les mandalas ont des formes communes et ont un symbolisme commun. And now in modern time, many places, in old people's home, in school, they are making mandala. This is only coloring, it's only circle, this is mandala. Actually, it's not mandala. Aujourd'hui, cette forme est devenue assez commune partout dans les écoles. On voit des gens tracer des mandalas. C'est parfois du coloriage, et ça n'est que ça, et ce ne sont pas de vrais mandalas. And so, when we use this mandala for meditation, nous utilisons les mandalas, comme des supports de méditation. And in the monasteries, monks are carrying ritual and ceremony, and in the meantime, the monks will realizing and constructing the mandala according to the meaning of the ritual. Donc dans nos monastères, les moines conduisent des rituels et parallèlement à ces rituels, d'autres moines réalisent des mandalas qui sont en accord ou conformes aux rituels qui sont célébrés. So there are many types of mandalas, many styles of mandalas. Il y a de très nombreux styles de mandala. So mandala of 3 dimensions we do, and mandala, painting mandala, and also mandala, scent mandala which we are seeing, and then also concentration mandalas. Donc nous faisons plusieurs formes de mandalas. Il y a des mandalas comme celui qui est en train de se faire, des mandalas de sable en 3 dimensions. Il y a aussi des mandalas peints sur des tankas, des tissus, des étoffes. Et il y a aussi des mandalas que nous construisons dans nos esprits, des mandalas imaginaires, enfin que nous imaginons. Yeah, so the mandalas, before just monks, we start mandala, we have to do some pre-ritual beginning. Et avant de commencer à construire un mandala, nous devons faire des rituels, des pujas, des rituels de purification. And the ritual should relate it with which kind of mandala we are, which deity, which divinity we are going to do. Et les rituels sont en accord, accordés avec la déité, le Bouddha, qui figure au centre du mandala. So, this is like Chandresi mandala, so they do a ritual based on the meditation and the connection with the receive a blessing from Chandresi, the Buddha of compassion. Donc celui-ci en particulier est un mandala de la compassion. Au centre figure le Bouddha de la compassion, Chenrezi, qui est le nom tibétain du Bouddha de la compassion, Avalokiteshvara en sanskrit. Et donc les rituels qui sont faits sont des rituels où on rend hommage, où on bénit Chenrezi, ce Bouddha de la compassion. And this, especially any kind of mandala, is, we said before, center of the circle. That means we have to find our essence of our soul, our consciousness. We have to find out the Buddha nature. Et donc, parallèlement, si on applique ce rituel à nous-mêmes, cela veut dire aussi qu'à travers cette pratique du mandala, nous devons trouver notre propre centre, le centre de notre cercle à nous.
And we all are, at the moment, we are ordinary human beings. But our nature, deep down, we are Buddha nature sits in each and every of us. Donc en ce moment, nous sommes tous des êtres humains, mais très profondément, nous possédons tous en nous, à l'intérieur, une nature de Bouddha. Not only to the Buddhist people, that even though you are atheist, you don't believe religion, whether you follow Islam or Christianity, whatever, this Buddha nature is each and every people's in the depth. And even the animal, one day we have a possibility, and one day we have a chance to become ourselves a state of perfection Buddha. Oui, donc nous avons tous, nous-mêmes, que nous soyons chrétiens, musulmans, ça n'a pas d'importance, même laïque, nous avons tous la possibilité d'atteindre à ce centre, cette nature de Bouddha. Même les animaux, on le sait maintenant, de plus en plus, les neurobiologistes le disent, les animaux ont une conscience. On commence à le savoir et à la mesurer, et même un animal doit atteindre cette pureté de Bouddha. Mm-hmm. So don't worry too much. We are so human now, and we sometimes, very oftenly, very easily, we get, how you call it, angry, also jealousy, sometimes very sad, sometimes a lot of worries. But don't worry too much. We have to live day-to-day life, happy man, happy person, good heart. Donc ne vous faites pas trop de soucis, même si vous éprouvez toutes sortes de vilains défauts, comme la jalousie, comme la tristesse, c'est pas un défaut mais un état, une conséquence de notre condition humaine. Nous devons, c'est notre nature d'être humain, mais nous devons néanmoins vivre cette vie incarnée, et cette vie incarnée, c'est aussi ça, mais nous pouvons aussi la vivre de manière heureuse, en étant des êtres heureux. So, then, we all are working so hard for day-to-day life's pleasure and fulfillment, but if we can, we have to work a little bit in our spiritual growth. Nous devons chacun vivre cette vie, mais parallèlement, nous devons aussi travailler à cette croissance, ce progrès spirituel, ce progrès de l'esprit en nous. Yeah, though we are looking for happiness, and nobody wants a suffering. Yeah, it's the nature also, but it's not that easy. Yeah, constantly some problem will come to you, some sickness can come to you, yes, and so this we cannot avoid because everything we have to relate it with some karma. Ce n'est pas si facile de faire ce travail parce que nous sommes soumis à toutes sortes de difficultés dans notre vie d'être humain et nous essayons tous de sortir, d'échapper, de nous extraire de cette souffrance. Et là, ce n'est pas difficile, ce n'est pas très facile, mais en même temps, cet état d'humain, de souffrance, vient aussi de notre karma. Positive karma brings us happiness, smiles, and healthy life. Un karma positif nous apporte du bonheur et aussi de la santé, une vie de santé, de joie. C'est un karma positif. And karma negative brings and produces us more conflict, more suffering, and more pain, even though we don't look for. Et le karma négatif nous apporte évidemment beaucoup de souffrances, beaucoup de difficultés, de troubles, de conflits, même si nous ne le voulons pas, mais nous sommes à la confluence tous de ces deux karmas. So whether you believe karma or not, everything depends. Karma is very important to accept.
La notion de karma est très difficile à accepter. Et là, perhaps, Wang-Chen, can you say a few words about the karma? What is karma? Yeah. Oui. Je demande juste à Wang-Chen de nous préciser, définir ce que c'est le karma. So karma is the action. It's a law of action. Yeah. And so this any action, positive, negative, is karma, positive and negative. So this has to be your body, physical action, or mentally thinking, or the verbally words, you know. Donc le karma est une action, hein, c'est actif, c'est la production de nous-mêmes, à la fois à travers notre corps, à travers notre parole et à travers notre esprit. Hein, le karma, c'est la marque, au fond, de ces trois composantes, de ces trois actions que nous sommes amenés à accomplir dans nos vies. Okay, so in brief, then the emotion negatives are bad karma, and it brings us more suffering in our life. En bref, les émotions négatives relèvent d'un karma négatif et elles nous apportent de la souffrance. And to be a kind person, compassion and love and patience, practice patience to the others, then it will bring us more and more happy person. Et si effectivement nous conduisons en être de compassion, hein, nous fournirons au monde un karma positif. And so, most important is that we have every of us, we have a power and responsibility that to control ourselves, not control others. We have to control our inner emotions. Notre première responsabilité est effectivement de contrôler nos émotions, puisqu'elles auront un effet sur les autres. Donc il ne s'agit pas de contrôler les autres, il s'agit d'abord de se contrôler soi-même. This is something like a compassion and the love toward every sentient being, not only to you, loving to yourself is egoist. Oui, donc vraiment il faut pratiquer cet amour de l'autre, hein, et non pas cet amour de nous-mêmes, tourné vers nous-mêmes. So to help others is important, but even if you don't protect yourself, then how you can help others? Aider les autres est important, mais si vous ne vous aidez pas vous-même, si vous ne vous protégez pas vous-même, vous ne pouvez pas aider les autres. Vous n'êtes pas en capacité d'aider les autres. Yeah. So tomorrow is Sunday. Demain, c'est dimanche. So maybe each time less people goes to mass. Aujourd'hui, de moins en moins de gens vont à la messe. Yeah. But even you don't go to the mass, no problem. Et même si vous n'allez pas à l'église, à la messe, pas de problème. Yeah. But Sunday you have to be good person, happy life, and really, try not to criticize your neighbors and shout to your children. Dimanche, donc, ne critiquez pas les autres, ne criez pas sur vos enfants, soyez déjà une bonne personne. Yeah. So if you can go to the church, and then okay, that's better, good. Even you don't go, don't worry too much. Donc ne vous faites pas trop de soucis si vous n'allez pas à l'église et ni à la messe. And then this is what we say day-to-day life, like be kind person. It comes through kindness, then the compassion will raise. Et donc si vous exercez cette compassion, cette bonté à l'égard de vous-même et des autres, la compassion s'élèvera, se répandra. Yeah, and the compassion is not only the word so the mental attitude, the thinking, yes, that every sentient being, be separate from the suffering and possess the happiness. This is something like a love and compassion.
Oui, la compassion, c'est ça, c'est ce qui est possible en chacun des êtres vivants, des êtres sensibles, hein, cette possibilité d'exercer des actes de bienveillance aussi bien dans vos intentions, pas seulement dans vos actions. And the compassion, not enough from the leaf, saying, oh, what a pity, what a... See, so compassion, not from the leaf, is not. True has to come through your heart. Oui, la compassion, je crois qu'on peut ajouter, d'ailleurs il a prononcé ce mot pitié, hein, pitié, ça n'est pas la même chose que la pitié, et la compassion ne se limite pas à des mots qui sortent de vos lèvres, c'est quelque chose que vous devez vraiment éprouver dans votre cœur. Yeah, so then, now, Buddha of compassion, we have no ability at the moment to see real Buddhas. Nous n'avons pas en ce moment, à cette heure de notre vie, de notre présence au monde, forcément la possibilité de visualiser, de voir ces Bouddhas ou cet état de compassion. So then now His Holiness Dalai Lama and His Holiness Karmapa, they are known as a manifestation of Buddha of compassion. I'm sorry, they are not, you said? They are manifestation of Buddha of compassion. Et aujourd'hui, donc, aussi bien le Dalai Lama que le Karmapa sont des expressions, des manifestations de ce Bouddha de la compassion. Because now the statue of Buddha, big, very big one, but this Buddha never speaks us. Oui, ce Bouddha, bien sûr, qui est derrière nous, ne nous parle pas directement. So the Buddha, 2000 years ago, he had given us all his teachings. Le Bouddha nous a donné ses enseignements il y a plus de 2000 ans. Then now, through very perfect teachers, gurus, and lamas like Dalai Lama and Karmapa like this, so they are the transmitter. Through them we can receive the teaching and the message of Buddha. Et aujourd'hui, les messagers de ce message, de cette voie de la compassion, sont des gens comme le Dalai Lama et comme le Karmapa, qui nous transmettent les leçons initialement professées par le Bouddha historique Shakyamuni. So they are the messenger to us, and so we have to feel so fortunate and lucky that still, His Holiness Dalai Lama is with us. Aussi devons-nous nous sentir très heureux et bénis d'avoir ces messagers avec nous, qui nous parlent. And his message is a compassion, bodhicitta, and wisdom. Donc leur message, c'est la compassion, l'état de bodhicitta, l'état d'éveil, et la compassion, et la bodhicitta, et la sagesse, la connaissance. C'est pas vraiment autant, la compassion n'est pas vraiment la pitié, la sagesse, c'est pas forcément ce sentiment un peu banalisé qu'on connaît aujourd'hui, c'est vraiment une connaissance qui participe du cœur. Yeah, so wisdom, compassion is very important because without having these two, we are always in samsara. Donc sans la compassion et sans la connaissance, nous baignons dans ce monde phénoménal qu'on appelle dans le bouddhisme le samsara. Yeah, so samsara, always there is up and down, problem, suffering, conflict. Samsara se caractérise sans arrêt par un état d'instabilité, ça monte, ça descend, ça va, ça vient, et c'est toujours lié à la souffrance. So balance of compassion and wisdom together is like we are having two wings of the birds. We can fly. Avoir en soi ces deux états, à la fois la compassion et la connaissance, c'est comme un oiseau avec deux ailes. Nous
pouvons voler. Yeah, so when there is a danger, the bird, only one wing, he or she cannot fly. But the same as we want to liberate from the suffering. Therefore, if you want to liberate, you can fly. Donc évidemment, un oiseau qui n'a qu'une aile ne peut pas voler. Et nous avons vraiment besoin de ces deux ailes également réparties de la même force, pour pouvoir nous extraire de ce monde de conflit et de souffrance. Yeah. So okay. So then compassion is important because we want a peace, we want a happy life, we want a good heart. So the compassion mandala and compassion mantra is very important. Oui, nous voulons effectivement cet état, donc c'est pour ça que la compassion est si importante et c'est pour ça que ces mandalas de la compassion qui transmettent cet enseignement sont si importants. So the mantra is so easy and powerful, the compassion, Om Mani Padme Hum. Donc là, Wang Shen vient de vous énoncer le mantra de la compassion, Om Mani Padme Hum. You can use this mantra even though you are not Buddhist. It's not exclusive for Buddhists. It's any people who really want to have a good heart and love to other, they can recite this mantra. It will help to you. Donc ce mantra, cette série de paroles, de sons, vous pouvez les utiliser vous-même, même si vous n'êtes pas bouddhiste, ils produiront un effet bénéfique. So when you are nervous sometimes, when you are very, stress and anger to someone, you just remember Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, relax, balance, and you will be free from your anger. Essayez quand vous êtes vraiment possédé par la colère ou par un autre sentiment négatif, essayez de répéter ce mantra et vous verrez, ça vous calmera de votre stress. And mantra is free. You don't have to go to pharmacy to pay and buy. It's free. Om Mani Padme Hum. Et ce mantra est gratuit, vous n'avez pas besoin d'aller dans une pharmacie pour vous l'offrir et il produira néanmoins ce If you, maybe some of you tried. If not tried, think whether you are not Buddhist. You can use this, learn this Om Mani Padme Hum. So simple, you know. Et essayez, apprenez-le et vous verrez, c'est très simple. And it will make you more sympathetic, more smiles, and a better person. Et tout cela vous rendra plus sympathique et fera de vous une meilleure personne. Otherwise, many people, in the world have many things, money or bank or things, but they feel very sad inside, empty. Oui, et aujourd'hui, les gens ont beaucoup de possessions, de biens, et ils se sentent néanmoins en colère, pas forcément en harmonie. Yeah, so these people, when learn these things, these 6 words, Om Mani Padme Hum, this correspond to the, including liberation from the 6 emotion negatives. Donc ces paroles, ce mantra peut vous aider à vous libérer des 6 émotions négatives and obtain 6 different kind of wisdoms. Et à obtenir 6 différentes formes de connaissances. And also 6 perfections. Et 6 perfections. And then by this way you can balance in and out your body and your mind. Et de cette façon, vous pouvez apprendre à équilibrer votre corps et votre esprit. Yeah, so this is one thing. So we can talk too much. I really don't want to. So mandala is very important. Whenever you see, or maybe some of you have some mandala tangas, but be careful. Sometimes, in Nepal, they make an art. Only circle, they sell it like a mandala.
but they are not, this is only art. Real mandala has a meaning and you cannot change the color and the designs. Oui, souvenez-vous, quand vous faites ce travail, le mandala peut vous aider beaucoup. C'est un support, mais faites attention aux mandalas que vous regardez ou que vous utilisez. Par exemple, des choses qu'on vous vend au Népal, comme des mandalas, n'en sont pas. Ce sont simplement des cercles en forme de cœur, mais ça n'a rien à voir avec des vrais mandalas qui sont soumis à une codification très précise. Hein, et c'est celui-ci, par exemple, qui est en train d'être fait. I'm not telling not to buy from Nepal, yes? So if some friends from Nepal, they will be so, oh no, be careful, you know? You can have nice and qualified mandalas, you can find, but not as a touristic mandala tankas. Oui, faites attention à ne pas tomber dans des pièges touristiques, hein. Vous pouvez trouver de vrais mandalas. Okay, so then each kind of mandala colors, they have, you know, you can explain after. Then all corresponding to different colors, like a peaceful color, like normally is a white. Then development is a wisdom is a yellow. Then power is a red, and then blue or black is something like redful. Oui. Donc là, Wang Shen évoque ce qu'on peut appeler une grammaire des couleurs, hein, et des formes qui sont incluses dans un mandala. Il évoque là la symbolique des couleurs. Hein. Le blanc, c'est la paix. Le white, peace. Then you have yellow, c'est le développement. Wisdom, la connaissance. Le rouge, c'est la puissance, hein, le pouvoir, la capacité d'agir. And black oui. redful. Voilà, et le noir, c'est le kourou, hein, le kourou qui est aussi, souvenez-vous, dans la particularité aussi du Tibet et de ce savoir, c'est qu'on ne conçoit pas les choses en opposition, hein, on utilise même les puissances négatives pour arriver à progresser, hein, sur ce chemin d'éveil. Okay, so this is a simple, we can explain too much detail of the meaning of compassion, meaning of the mantra, Mani Padme Hum, and one by one the mandalas. But now, in limit of time, I will pass to Sylvie and Jean-Pierre because they have quite a lot of experience on mandala construction. Donc Wang Shen dit on pourrait parler à l'infini, hein, de toutes ces choses, et là il va nous passer la parole, hein, à la fois à Jean-Pierre Barou et à moi-même, à qui il reconnaît une certaine expérience, du moins pratique, hein, du mandala. Et donc on va essayer peut-être de vous en dire un petit peu plus et de façon peut-être plus concrète et plus tel que nous, occidentaux, nous avons perçu ce mandala. Thank you. Merci. Merci Wang Shen. Alors, je vais vous dire aussi comment, si nous sommes aujourd'hui avec Wang Shen, c'est justement parce que nous-mêmes nous sommes trouvés en contact avec lui à travers cette figure du mandala, hein, dont il vous a dit effectivement, dont il vous a donné la signification symbolique, un manda voulant dire le centre et là tout l'environnement autour. Et d'ailleurs je vais vous montrer à travers, alors vous avez vu défiler, hein, plusieurs sortes de mandalas, sachant que ce qui fait la différenciation entre les mandalas, c'est vraiment le Bouddha qui est à l'intérieur, qui réside tout au centre. Hein. C'est un état de Bouddha, mais il y a des mandalas, vous avez vu défiler un mandala de la compassion typique, hein, traditionnel, tel qu'il est ici. Vous en avez vu un autre, peut-être Marcel, si tu repasses un peu en arrière. On va encore, jusqu'au...
Ah, pardon. Voilà, alors ce premier mandala qui est lié à la compassion, c'est un mandala où au centre figure la Tara verte. Tara, c'est la manifestation féminine de la compassion. Hein. C'est pour ça qu'il est associé au mandala de la compassion où figure au centre ce Bouddha Chenrezig, qui est le Bouddha mâle de la compassion. Hein, mais tu continues peut-être Voilà, là vous avez en train d'être fait, comme ici, un mandala de la compassion, proprement dit. Il figure donc au centre ce Bouddha mâle de la compassion. Alors vous voyez qu'il y a déjà une répétition, il y a une sorte de modèle qui est commun à tous les mandalas. D'abord, vous retrouvez les grands cercles extérieurs, et ensuite vous retrouvez ce centre, qui est toujours l'aboutissement du travail sur le mandala. Quand Wang Shen vous dit qu'il s'agit de trouver ce centre en nous-mêmes, c'est ce centre-là auquel il va falloir essayer d'accéder. Et vous avez aussi régulièrement ce lotus avec ses 8 pétales, qu'on va retrouver un peu dans tous les mandalas, même si évidemment les choses changent. Marcel, tu continues? Voilà, là encore un mandala de la compassion en cours de travail. Et encore le prochain. Voilà. Alors là, vous avez un mandala que Jean-Pierre et moi-même connaissons bien pour l'avoir pratiqué grâce à Wang Shen, puisqu'il a été présent quand on a l'un et l'autre co-organisé la réalisation de ce mandala, qui est un mandala de Kalachakra et qui est pour les Tibétains véritablement la Bible de tous les mandalas, un mandala extrêmement complexe et qui a en son centre ce fameux Kalachakra qu'on appelle aussi le Bouddha de la roue du temps. C'est un mandala qui a été élaboré au cours des siècles, depuis... Alors, on estime qu'il a une sorte d'existence mythique. On dit que ce mandala, les bouddhistes disent que ce mandala a été conçu par le Bouddha historique lui-même, Shakyamuni, il y a 2000 ans, au moment où il a lui-même atteint l'éveil. Donc c'est comme une projection à plat de sa conscience d'éveillé. Vous voyez la difficulté, vous pouvez imaginer la difficulté et la complexité de cet état. Mais sur le plan historique, ce mandala de Kalachakra a aussi une histoire. Il est apparu véritablement quand les les conquérants de l'Asie, conquérants musulmans, irakiens, afghans, vers le 7e, 8e siècle, ont commencé à s'approcher des terres du Bengale, des terres de l'Inde, qui étaient les terres qui portaient le bouddhisme et qui étaient les messagers du bouddhisme. Et sentant leurs terres menacées, les Tibétains ont poussé leur savoir, leur connaissance, et notamment ce mandala, dans les terres mêmes du Tibet. Et c'est au sein du Tibet qu'à partir du Xe siècle, sur le plan historique, on commence à avoir une trace de ce mandala à travers l'apparition d'un tantra, de tantras qui sont parmi les plus complexes aussi. C'est le dernier né des tantras tibétains au Xe siècle, apparaît à ce moment-là. Il comporte, dit-on, 12 000 stances et tout un tas de connaissances annexes, dont le mandala. Parce que ces fameux textes, les tantras du Kalachakra, sont des textes, mais ils s'accompagnent toujours, pour leur enseignement, d'un mandala de Kalachakra. Vous voyez, tout ça se passe donc entre le Xe et le XIe siècle, et à partir du XIe siècle, le mandala de Kalachakra et les tantras du Kalachakra vont se développer au fur et à mesure des siècles, jusqu'à atteindre des niveaux extrêmement sophistiqués qu'on va retrouver aujourd'hui. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand le Dalai Lama, pour la première fois, sort de l'Inde, où il est en exil, où il est en réfugié, il va décider de porter ce mandala, de transmettre cet enseignement en Occident. Et la première fois qu'il
réalise lui-même, qu'il fait réaliser en sa présence un mandala de Kalachakra. C'est en juillet 1981 à Madison, dans le Wisconsin, dans le nord des États-Unis, où il va transmettre cette figure et l'expliquer. Alors, voyez, vous retrouvez ce qu'on a vu tout à l'heure, les 6 grands cercles extérieurs. Alors, vous avez d'abord qui sont la protection du centre du mandala. Vous avez le grand cercle extérieur de protection, qu'on appelle aussi le cercle de la conscience éveillée. C'est celui-là, conscience universelle. Vous avez ensuite ce cercle vert, vous voyez, avec le symbole du Vajra, qui est le symbole du bouddhisme tibétain, ce sceptre de diamant qui symbolise l'atteinte de l'éveil de la conscience en une seule vie, ce qui est un prodige absolu que va accomplir le bouddhisme tibétain. Ça s'appelle le Vajra, et ce Vajra est inscrit dans le cercle de l'éther, c'est le cercle vert, et puis vous avez l'air ensuite, vous avez le feu qui correspond à la couleur rouge dont nous a parlé Wang Shen tout à l'heure, qui est vraiment un élément, une énergie qui provoque les changements. Vous avez ensuite l'eau, là, et vous avez ensuite la terre. Donc c'est les 6 grands cercles extérieurs dans lesquels va s'inscrire ce mandala, qu'on peut désigner aussi, les Tibétains disent souvent, c'est un palais d'une conscience éveillée. Et vous voyez, ce centre, en fait, il est composé de 5 carrés qui sont chacun protégés par des sortes de murailles. Et souvenez-vous que c'est une figure en 3 dimensions. D'ailleurs, si vous avez le temps, après, vous regarderez là, cette petite vidéo. Les lamas d'aujourd'hui ont construit à l'université de Cornell en 1990 un mandala en image de synthèse. Et il montre bien qu'en fait, c'est une pénétration d'une figure en relief dans laquelle on pénètre jusqu'au fond ou jusqu'au sommet. Il y a toujours cet affolement un peu du mouvement, on plonge et on ressort et on gravit. Et chaque fois des portes. Vous voyez, des portes d'accès. Par exemple, un jeune moine tibétain qui est initié, comme Wang Shen, j'imagine, la première fois qu'il a fait face à ce mandala, avec son maître, il a dû se présenter devant la porte est, qui est ici noire, et ensuite il va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour essayer de peu à peu pénétrer jusqu'à ce cœur. Et vous voyez à nouveau, il y a les couleurs, la grammaire des couleurs, le noir l'est, le rouge après l'est c'est le sud, l'ouest orangé et le nord blanc. Donc c'est ces portes par lesquelles vous entrez dans le mandala, et vous voyez aussi ces figures qui sont des carrioles qui symbolisent le voyage. Quand un maître tibétain et un jeune initié se trouvent face à ce mandala, il dit notamment Kalachakra, ô Kalachakra, toi le maître, je suis le vaisseau du grand voyage. Donc un initié, c'est comme un vaisseau qui va pénétrer, qui va faire ce grand voyage, et chaque porte, vous voyez là, est aussi, chaque carriole est tirée par un animal. Là vous avez le porc, qui est le symbole de l'ignorance. Quand vous abordez le mandala, vous êtes encore ignorant, et puis vous tournez, vous êtes devant la porte rouge, la porte sud, qui a à nouveau cette vigueur pour vous aider à progresser grâce à vos énergies, et puis vous avez l'éléphant, là, qui est à l'ouest, et vous avez le lion des neiges, qui est le symbole de la pureté, le blanc étant toujours le symbole d'un être aussi éveillé, sans souillure. Donc vous avez ces 5 niveaux. Alors le premier mandala extérieur, c'est le mandala du corps. Vous avez ensuite le mandala de la parole. Tout à l'heure, vous voyez, Wang Shen vous parlait du corps, de la parole, un ellipse, vous avez les lèvres, c'est la parole. Ensuite, vous avez le mandala de l'esprit. Et ces 3 premiers niveaux du mandala correspondent à au fond, à votre présence sur Terre, et à ces 3 niveaux qui sont encore pleins de souillures. C'est ce qu'on appelle le corps et la conscience grossière. Vous êtes encore dans cet état quand vous progressez dans ce mandala, et puis
vous approchez alors alors on appelle ces niveaux, par exemple, dans le Kalachakra, on dit il y a le Kalachakra externe, qui est représenté par ces 6 grands cercles, et le Kalachakra externe est aussi un Kalachakra dans lequel se trouvent toutes les connaissances en matière d'astronomie, en matière d'astrologie du bouddhisme tibétain. Ensuite, donc, ce palais intérieur, on l'appelle, du moins les 3 premiers niveaux, on dit que c'est le Kalachakra interne, et c'est véritablement le corps, et c'est là que se trouvent tous les grands principes de la médecine tibétaine, hein, qui vont être, pardon, mandala interne. Externe, interne, et ensuite vous avez les 2 derniers niveaux. Alors vous voyez là, toujours avec ce système de porte, vous avez l'avant-dernier niveau, c'est ce qu'on appelle le mandala de la conscience primordiale. Là, vous vous approchez vraiment du centre et de l'éveil. Et ce mandala de la conscience primordiale, alors là, c'est des choses extrêmement complexes. Hein, les 2 derniers niveaux, on les appelle le Kalachakra alternatif. Et le Kalachakra alternatif, c'est quand on arrive à fusionner le mandala externe, à savoir tout ce savoir de la conscience universelle, du monde qui vous entoure, et puis le mandala interne, qui est votre propre mandala à vous, hein, individuel. Quand vous arrivez à faire fusionner les deux, vous entrez dans les 2 derniers niveaux. Donc mandala de la conscience primordiale, et tout au centre, ce qu'on appelle le mandala de la félicité suprême, qui est le moment où vous parvenez véritablement. Alors c'est des choses vertigineuses, hein, c'est difficile d'en parler comme ça parce que c'est des niveaux extrêmement ésotériques, complexes, qui sont réservés aux grands méditants. Hein, par exemple, le Dalai Lama est un pratiquant de cette forme, il se lève tous les matins à 5 heures, il médite sur ce mandala, et on dit donc que les grands méditants tibétains, à ce stade, quand ils rejoignent ce mandala de la félicité suprême, alors on parle de la félicité suprême, ça c'est assez drôle, on a toujours beaucoup aimé ça. Le Dalai Lama dit c'est comme un éléphant qui aurait marché des années dans un désert, et puis qui tout d'un coup se trouverait face à un lac et pourrait boire, il éprouverait ce sentiment de félicité extrême. Et pour trouver l'éléphant, vous voyez, dans plusieurs endroits du mandala. Mais alors, bon, là, vous êtes vraiment au cœur, hein, ce qu'on appelle, et là, vous ne le voyez pas parce que c'est un mandala qui est non figuratif, parce qu'il y a aussi des mandalas figuratifs, et dans le mandala de Kalachakra figuratif, vous verrez une union entre un homme et une femme, un Bouddha masculin, qui est le Bouddha de Kalachakra, et ce qu'on appelle sa parèdre, sa partenaire, qui est Vishvamata, et ils sont dans une position d'union intime. Alors, position d'union intime, on a beaucoup glosé, hein, en Occident sur ce mot, hein, parce qu'on a l'impression effectivement de 2 êtres qui fusionnent, hein, un homme et une femme. Alors il ne faut pas le prendre au premier degré, hein, à la fois parce que chez les très hauts méditants, ils visualisent cet état d'union intime. Ils ne le pratiquent pas forcément, même si pour le visualiser, ils ont dû au moins le faire une fois, disons, mais bon, ça c'est leur cuisine, et puis après tout, ils ont bien le droit. Hein. Et ils sont là, donc c'est le Bouddha, pour trouver la fleur de lotus à 8 pétales, et Kalachakra et Vishvamata dans leur posture d'union intime. Et alors, une dernière chose avant de passer la parole à Jean-Pierre. Alors, vous voyez, il y a tout un tas de symboles. Hein. Vous pouvez lire ce mandala comme une Bible ouverte. Hein. Vous retrouvez, donc, je vous ai dit, ce savoir, ce savoir extérieur et ce savoir intérieur du corps. Vous trouvez aussi, parce qu'un enseignement de Kalachakra se donne toujours à la pleine lune. Et là, vous voyez la lune, là, et dans la diagonale, vous allez voir le soleil couchant, qui est là. Alors curieusement, la compassion chez les Tibétains est masculine, elle est portée par Kalachakra, le Bouddha masculin, et la sagesse, connaissance est féminine, elle est portée par Vishvamata, et Vishvamata est influencé par le soleil, alors que
Kalachakra est influencé par la Lune, avec tout ce jeu des couleurs, des énergies. Hein. Et alors je vous donne juste un dernier petit... ah oui, si tu veux, Marcel, tu veux bien... Voilà, alors là on vous a juste mis cette photo pour vous montrer combien le mandala est un savoir vertigineux et un univers en soi. Hein. Vous voyez bien le relief là. Vous voyez aussi bien quand Wang Shen vous parlait de mantras, il y a effectivement beaucoup de mantras qui sont inscrits dans le mandala. On les appelle aussi des syllabes graines. Alors pourquoi des syllabes graines? Parce que prononcer une syllabe peut vous aider à engendrer un état différent, un état de Bouddha, vous aider à progresser sur le chemin de Bouddha. Et là, vous avez aussi une autre symbolique, c'est ce qu'on appelle les charniers, parce que quand vous travaillez sur ce mandala, vous devez déposer toutes les souillures de votre être, de votre corps grossier, et aussi de votre esprit grossier, donc on appelle ça des charniers dans lesquels on va déposer tout ça. Ensuite, peut-être, Marcel. Alors là, c'est juste pour vous montrer comment, vous ne l'avez pas vu forcément là, mais comment, évidemment, tout ça est très codifié, avec des mesures qui se transmettent, hein, depuis, je vous l'ai dit, depuis que ce tantra de Kalachakra existe, à savoir, il existe depuis au moins le 7e siècle d'une manière historique, et il a été connu au 10e siècle lors d'une grande joute entre deux universitaires bengalais. Oui, Marcel? Voilà, là vous avez le diagramme, hein, du mandala. Et encore le dernier. Encore ça c'est la porte est, hein, le détail, avec le chariot, la carriole du voyage tirée par le léopard des neiges. Et la dernière. Voilà, alors là on vous a mis cette photo qui est, bon, apparemment elle est très anodine, mais elle ne l'est pas tant que ça. C'est véritablement l'avant-dernier niveau. Donc vous voyez là, vous êtes pratiquement au centre. Vous voyez symbolisé par un petit point bleu et un petit point jaune l'union des deux Bouddhas dont vous êtes censé atteindre l'état. Et alors tout autour, c'est ce mandala de la conscience primordiale qui est le 4e niveau. Et on dit aussi que ce sont les 16 chambres du vide. Et dans ces... Parce qu'on... Enfin là aussi ça serait trop compliqué et long de vous parler de ça, mais la vacuité, hein, est un état... qu'on doit atteindre et qu'on doit reconnaître, hein, dans le monde profond d'une conscience éveillée. Le monde est vide, mais ça ne veut pas dire qu'il est vide de tout, il est un peu vide à la façon des astrophysiciens. D'ailleurs, Jean-Pierre va vous parler de ces rapports entre notre modernité à nous et la modernité de ce mandala de Kalachakra. Mais surtout, ce qui est intéressant, le mandala en lui-même de Kalachakra contient 722 déités. Donc vous imaginez que dans un accomplissement suprême, vous devez passer par 722 états qui vont vous permettre de vous approcher de cet état central de ce Bouddha de Kalachakra, qui est tout puissant évidemment. Et vous voyez, les déités, c'est tous ces espèces de petits cônes. Et dans les 16 chambres du vide, alors on dit que sont là déposés à la fois ce qu'ils appellent la semence, et la semence relevant évidemment du masculin, et le sang, hein, qui relève du féminin. Et on dit que là, dans ces vases, vous devez déposer, hein, la semence et le sang. Et alors là, ils accomplissent ce prodige, mais là, c'est des choses extrêmement difficiles à nommer. Mais le 2e Dalai Lama, par exemple, a beaucoup travaillé, hein, dans l'évolution de cette forme, dans le progrès de cette forme. Il a beaucoup travaillé et il disait qu'il fallait expérimenter au dernier stade de la vie une sorte de transgression terrible où la conscience d'un corps individuel va se projeter hors du corps pour rejoindre le grand continuum d'énergie, hein, la conscience universelle. Et c'est des choses dont les grands Dalai Lama, les grands pratiquants peuvent attester. Ils disent qu'effectivement se produisent ça. Et on dit qu'à ce moment-là, il va falloir faire 2 choses. Alors ça, c'est dans ces 2 derniers niveaux. Vous voyez, on n'est plus dans une connaissance théorique, on est vraiment dans une pratique très avancée, où il va falloir à la fois
faire que priver d'alimentation sa conscience grossière, on la prive d'alimentation, donc de sens, donc la conscience va peu à peu s'effacer, et puis parallèlement, les grands lamas arrivent donc par des... Mais là, je passe la parole à Jean-Pierre, parce que ce qui est passionnant, c'est donc de constater la grande modernité de cette forme, et comment cette forme témoigne que les grands méditants tibétains ont atteint un progrès terrible, à force de découverte, parce que tout ça, évidemment, n'a pas été découvert d'une minute à l'autre. C'est le résultat de critiques, c'est le résultat de siècles de travail. Et comment donc ils arrivent, vous voyez, au fond, on constate chez eux qu'ils ont élaboré une sorte de progrès intérieur, progrès d'esprit, grâce à des techniques et des outils comme le mandala, qui font que, quand ils parlent de bomba et bombache, ils arrivent à un peu, on pense à nos travaux sur la fission nucléaire, à l'énergie atomique, et véritablement, il peut y avoir une correspondance à des niveaux différents entre ces deux. Au fond, c'est une technologie, le mandala chakra, une technologie de l'éveil. Et là, Jean-Pierre va vous parler un peu des correspondances avec notre modernité qu'on a appris grâce à ce travail qu'on a mené sur le Kala Chakra. Voilà. Bon, je ne vais pas, après tout ce qui a été dit et bien dit, je ne vais pas parler longtemps, mais par contre, j'aimerais revenir sur la notion de progrès. Ce mot, en Occident, signifie quelque chose d'assez précis. Enfin, la première chose qui vient à l'esprit quand on parle de progrès, c'est le progrès matériel. C'est-à-dire passer de la charrette tirée par des chevaux à des bœufs, à la voiture, à l'avion, puis aux fusées qui vont dans la Lune, etc. Il y a la notion de progrès, le réfrigérateur, etc., etc. Donc, nous, on est branchés, si on dit du point de vue du simple simplisme et du bon sens, le progrès, pour nous, c'est matériel. Or, en fait, on réalise que le Tibet n'a pas pris cette voie, n'a pas pris cette direction du progrès matériel, non pas parce qu'il n'en était pas capable, il choisit une autre route. C'est le progrès spirituel. Alors, quand on dit progrès spirituel, ça veut dire nécessairement des découvertes, des inventions, des enrichissements, comme nous avons fait nous en passant de la roue à la voiture, des choses comme ça. Et on constate dans la société tibétaine, je vais vous donner un exemple qui est assez amusant en plus, c'est le fameux rêve, le yoga du rêve. Le yoga du rêve, alors il est mis en scène par Naropa au XIe siècle, donc c'est le moment où on dort, où certains du moins dorment et restent éveillés. Leur esprit reste éveillé et ils sont en sommeil et peuvent donc se livrer à des exercices de méditation puisque leur esprit est là et que le corps dort. Et le corps dormant, c'est quand même un atout pour celui qui veut méditer à un haut niveau puisqu'il n'a plus l'encombrement de la matière. Et donc ça c'est au XIe siècle. Mais on voit qu'au XVe siècle, Tsongkhapa, le maître des vertueux, celui qui fonde le plus les vertueux, donc les volets jaunes, eh bien lui poursuit les travaux de Naropa. Et il arrive à définir un progrès dans une direction donnée. Et je voudrais vous lire, d'ailleurs c'est assez curieux, comment Tsongkhapa se conseille. Vous voulez aller vers le rêve, le sommeil paradoxal, puisque vous êtes endormi et pourtant vous ne l'êtes pas, au point que vous pouvez communiquer avec quelqu'un qui est près de vous et qui vous dit est-ce que tu es dans le rêve éveillé. Si c'est oui, tu clignoteras des yeux 3 fois, de façon à ce qu'on ne se trompe pas, qu'il est bien éveillé, mais qui peut communiquer, pas en se levant en disant je suis là. Non, c'est pas le clignement des yeux. Et alors j'ai trouvé extraordinaire Tsongkhapa, donc qui prend la suite de Naropa au XVe siècle.
Voilà les conseils qu'il vous donne. Allongez-vous, la tête en direction du nord, le dos vers l'est, la jambe gauche posée sur la droite, dans la position dite du lion. Visualisez sous l'aspect de votre déité avec au cœur un lotus bleu à 4 pétales. Ça peut peut-être vous aider à entrer dans ce sommeil paradoxal. Donc, je donne cet exemple parce que vous pourrez en donner d'autres. Il y a eu donc des progrès dans la question du rêve éveillé et des progrès même faramineux. Parce que si j'écoute le Dalai Lama parler du sommeil, oui. Je voulais vous donner un commentaire du Dalai Lama sur donc ces pratiquants qui arrivent à atteindre ce moment un peu extraordinaire, au fond de dormir et d'être éveillé, et d'être parfaitement conscient de ce que vous allez vivre. Et voilà un commentaire du Dalai Lama. Certains sont totalement perdus dans les bois ou dans des rues d'une ville inconnue. D'autres savent très vite où ils sont, où ils se trouvent, non pas parce qu'ils voient, mais parce qu'ils ont un sens de direction corporelle. C'est quand même curieux que dans un état de sommeil paradoxal, vous pouvez voyager jusqu'à vous perdre dans une nature que vous ignorez, mais parce que vous avez un don d'orientation, comme on peut en avoir dans la vie normale, vous arrivez à vous orienter. Donc je donne uniquement rapidement cet exemple pour montrer qu'au Tibet, il y a eu véritablement un travail qui est allé dans une direction, c'est la connaissance de l'esprit, et au détriment de la connaissance matérielle. Et ça fait qu'au XXe siècle, on assiste à ce phénomène extraordinaire, une convergence entre les neurosciences et la physique quantique et les maîtres tibétains dans leur lancée qui remonte les premiers grands textes qui témoignent d'une modernité qui n'est pas la nôtre, enfin pas encore, c'est la codépendance. Au IIe siècle de notre ère, ils établissent ce qu'on appelle la codépendance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'absolu. Chacun dépend d'un autre, chacun dépend de l'univers. Il y a un penseur tibétain, je ne sais plus l'époque, mais qui constate à partir de son propre cas que selon le mouvement s'il y a une éclipse solaire ou une éclipse lunaire, il constate que sa respiration change. Donc vous voyez bien qu'on est en codépendance, pas seulement avec les autres humains, les animaux, la nature qui est sur Terre, mais aussi avec l'univers. Tout ça, c'est l'exemple que je viens de vous donner, c'est pas une farce et attrape, c'est vraiment sur la base d'une réflexion, d'une identification sur soi. Donc, je conclurai très vite d'ailleurs, on assiste au Tibet à une véritable progression, à une modernité qui n'est pas la nôtre, mais qui rejoint nous, non pas eux qui nous rejoignent, mais nous les rejoignons aujourd'hui avec la physique quantique notamment. Donc ça, c'est un élément clé de compréhension de cette société tibétaine mystérieuse, c'est qu'elle s'est engagée dans une direction que nous découvrons nous seulement maintenant, alors que la fréquente depuis 20 siècles. Juste la dissolution du mandala, là vous trouvez Wang Shen au milieu. Quand je vous parlais de ces 722 déités, avant de détruire le mandala, pour vous montrer combien tout est impermanent, ils attrapent avec leur fameux Vajra dans la main les 722 petites déités, et puis après, vous voyez, ils sabrent le mandala, et puis après, le mandala n'est plus là, ils le répandent en général dans l'eau, l'eau étant le symbole de l'impermanence, et là on voit le Dalai Lama qui jette des pétales sur le mandala, il ne reste plus que le diagramme, puis voilà, et là vous voyez ce mandala dont je vous parlais tout à l'heure, qui a été reconstitué en image de synthèse à l'Université Cornell en 1990, et vous le voyez en vidéo, là, si vous avez le temps. Et la dernière image qui illustre ce dont Jean-Pierre vous a parlé. Vous voyez,
Et donc aujourd'hui, quand je vous disais que c'est pas parce qu'on veut dire que c'est validé par nous, c'est nous qui venons vers eux et non pas eux qui viennent vers nous pour nous dire. D'ailleurs, il y a cette petite anecdote assez drôle. Quand des chercheurs américains ont voulu se rendre sur les contreforts de l'Himalaya pour soumettre des grands yogis, des méditants solitaires à des épreuves de mesure d'électrocardiogramme et surtout d'électroencéphalogramme, ces grands yogis ont dit non, on refuse. Et pourquoi vous refusez? Parce que vous allez dire que vous n'avez rien vu et que par conséquent ça n'existe pas. Nous on sait que ça existe, on n'a pas besoin de cette validation. Mais dans la phase contemporaine, certains yogis, grands yogis ont accepté de se livrer aux appareils de mesure, notamment sur le plan du cerveau. Des IRM ont été effectués et on a constaté par exemple qu'il y a une plasticité, on le sait tous aujourd'hui, il y a une plasticité cérébrale et cette plasticité cérébrale, elle peut être agissante sur notre conscience, elle peut être agissante sur notre tempérament, sur nos caractéristiques humaines, sur le plan du caractère, de la personnalité. Et tout ça, c'est un travail qui se trouve. Alors, on a fabriqué des électrodes avec un nombre incalculable d'électrodes posées sur la tête du type. Et I'm new in this. I'm not very. Can you understand me? About emotions. Do you think, in that case, that we have to refuse negative emotions? Do we have to keep them away and just accept positive or good emotions because this will protect us and the others or whatever? Est-ce que vous avez tous compris ce que dit cette personne? Je dis s'il fallait refuser toujours les mauvaises émotions, dans ce cas c'est facile à rejeter, comme ça on se protège et on accepte seulement les positives, donc les bonnes émotions, et comme ça on grandirait peut-être, mais est-ce qu'il s'agit de ça? Parce que c'est pas évident. Okay, so the response is that emotion negative never brings you satisfaction. La réponse d'abord est que les émotions, aucune émotion négative ne vous apportera jamais d'effet positif. And we have to try our best to avoid, confront that when the negative energy come to you, you must realize that, oh, this will give me more problem. Therefore, I don't want problem and I want to resist and not accept. And beside that, don't put your more negative in that. No, I don't want, I don't know. Just accept, no exception. Because any negative influences and negative emotions will disturb your peace, disturb your mind, and then you are not happy. You will become unhappy. Oui, ce que Wang Shen veut dire, c'est il ne s'agit pas non plus de se braquer, de se durcir quand vous sentez qu'une émotion négative vient à vous, hein, parce que là vous ajouteriez encore un chaos, un esprit de destruction. Et simplement, vous laissez passer, vous refusez d'accepter cette émotion-là et elle vous épargnera. Sinon, vous allez engendrer beaucoup d'autres états négatifs qui vont ajouter encore à votre chaos. Donc il ne s'agit ni de la laisser entrer, ni de se battre contre elle, mais simplement d'accepter qu'elle soit là, mais de refuser qu'elle entre en vous. And violence is not a response to against the violence. Violence makes more violence. Therefore, if you receive violence from somebody, you need to practice patience, forgiveness, and the violence other will reduce.
Oui, la violence engendre toujours la violence. Donc si vous réagissez par la violence, vous allez ajouter de la violence, alors que vous devez au contraire chercher en vous les moyens de résister à votre propre violence, et petit à petit, elle s'apaisera. Ce que je voulais ajouter, c'est que c'est très très bénéfique pour votre système immunitaire. Parce que ce que vient de dire Wang Chen. Donc celui qui sait gérer ses émotions et qui sait accueillir des émotions positives aura nécessairement un système immunitaire bien meilleur. Poser une question, réagir? Oui. Alors moi j'ai une question qui me préoccupe beaucoup parce que je ne sais pas comment gérer ça au quotidien. C'est par rapport à la violence extérieure. Bon, pas la peine que je fasse un dessin, tout le monde sait de quoi je parle. Moi je me pose la question, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Si je veux pas être non plus passive, si je veux me défendre, me protéger, sans aggraver mon karma personnel, mais qu'est-ce que je peux faire? Parce que bon, moi je suis quand même beaucoup tournée vers l'action collective, et bon, moi j'ai le sentiment que j'ai quelque chose à faire par rapport au collectif. Je ne sais pas comment gérer ça, voilà. Comment apporter un plus, enfin, de mon point de vue, dans le sens d'aller vers une amélioration de ce collectif, mais sans me détériorer moi. Voilà. Je ne sais pas si je suis claire. Very important question also. It's not easy. Yeah. And now we are living in 21st century. We are living in a modern world. Technology is so progressed. But our inner way of thinking and education and has a good crisis. Therefore, still Ukraine and Israel, Palestine, in Sudan, so many great countries, they are having these external problems. Wang Chen vous répond, il a bien compris ce que vous vouliez dire, que nous vivons dans un monde très violent avec les guerres en Ukraine, Israël, le Hamas, et qu'il est très difficile pour nous, dans ce monde technologique qui a beaucoup changé, face à un autre monde intérieur qui est dans une sorte de chaos. Comment est-ce qu'on fait? Et il voit bien que c'est une difficulté. By knowing the disadvantages of violence and wars and fights, killings, this we know that this is not good. And by knowing this is not good, then we have to meditate on that. So how to stop the negative less and how to produce more positive. So this is like a meditation and inner practice. You have to develop more compassion, more love before we talk. So this is, it takes time, but it's very important. Oui, il vous dit que, bien sûr, que tout ça est très difficile, mais la seule réponse qu'il peut vous donner, c'est que vous devez, au contraire, développer en vous les capacités, cette compassion, ces états de méditation, et que ça, c'est extrêmement important parce que, d'une certaine manière, vous arriverez au moins à commencer à contrebalancer la violence extérieure. You have
have to be very strong. Otherwise, not easy. Ce n'est pas facile et il faut être très, très fort, avoir beaucoup de force, d'obstination sur cette voie, mais il n'y a pas d'autre recette, il ne faut pas céder. Je ne sais pas s'il a répondu à votre question. C'est difficile. On a encore un petit peu de temps pour les questions. Si vous n'en avez pas, on ne va pas vous les arracher, les extraire de vous violemment. Alors, deux choses que je voulais vous dire. On a des livres à la sortie, si vous voulez continuer à dialoguer, des livres sur le Kalachakra, sur le Tibet. Et je voulais vous inviter, parce que c'est très important, est présent ici un artiste catalan qui s'appelle Pau Lubiano. Je ne sais pas où il est, mais il est dans les parages. Et il a réalisé des peintures, les portraits des 168 Tibétains qui se sont auto-immolés depuis 2009 jusqu'à 2022. Et donc ça, on ne le sait pas forcément. Alors là, on peut revenir sur notre sujet. Beaucoup de gens se disent c'est une violence extrême. Le Dalai Lama, lui, dit, parce qu'il a été beaucoup interrogé là-dessus, dit c'est une expression ultime de non-violence. Et nous avons aussi travaillé avec Robert Badinter, qui nous a quittés, hélas, cette année. Et d'ailleurs, demain, je vous invite à 15h à être présent, parce qu'on aura une collègue de Robert Badinter qui a travaillé avec lui. Vous ne savez pas que Robert Badinter a été très engagé en faveur des droits humains. Et il disait lui-même que c'est extrêmement rare dans le monde d'avoir un peuple comme le peuple tibétain qui n'a jamais cédé à la violence, qui a toujours résisté à ça, qui s'est toujours conduit dans la non-violence. Et il dit lui-même, on ne peut pas dire que ces actes d'auto-illumination soient vraiment des actes de violence, sinon contre soi-même. Et en ce sens, le Dalai Lama lui dit, ce qui est très important, c'est l'intention. L'intention de ces personnes qui s'immolent, c'est d'agir pour le bien collectif, pour la survie du Tibet, et pour éviter que ce que le Badinter a forgé comme terme pour s'appliquer au Tibet, à savoir qu'a été commis contre eux un génocide culturel. Le seul moyen qu'ils ont aujourd'hui, cet acte ultime, c'est de se sacrifier eux-mêmes pour essayer de protéger les souffrances des Tibétains soumis à ce génocide culturel. Donc derrière, en poussant le rideau, vous verrez, il y a cette exposition extrêmement émouvante de 68 peintures qui vous montrent que les 168 personnes qui se sont immolées d'abord ne sont pas que des moines, loin de là, ça couvre tout l'éventail de la société civile aussi, des jeunes gens, des gens plus âgés, et qui font ça, qui donnent au fond leur vie, qui font le sacrifice de leur vie. Et ces actes d'auto-immolation, c'est au Tibet que ça a pris cette dimension, 168, vous imaginez, entre 2009 et 2022, c'est énorme, et ça doit être connu, ça doit être visible, et on vous invite, si vous avez le temps, surtout à regarder cette exposition que Wang Chen a favorisée avec son ami, donc Pau Lubiano, qui est un artiste catalan. Pardon? Oui? Qui ne comprennent pas. Je crois que c'est une violence. Non, c'est le stade ultime de la non-violence. Il n'y a pas de nom. Now, this is true that the self-immolation is not easy word. It affects us. This is not a Buddhist theory. Oui, ce n'est pas le suicide n'existe pas dans la théorie et la pratique bouddhique. These Tibetans, in 2009, one monk started
because they think that the world is silence about the problem, suffering of Tibet. Oui, la première personne qui s'est immolée au Tibet, c'est un moine en 2009, et il l'a fait parce qu'il pensait que justement le drame, la souffrance du Tibet n'était pas perçue sur le plan mondial. And the world is silence, and nobody talks on Tibet. And Tibetan people are suffering under Chinese government. And so these people say, if I burn, then the world will give news, the problem of Tibet. But it's reverse. And the world still 160, but still nobody talks in the news. Oui, donc la personne qui a commis cette auto-immolation a dit, je le fais pour que ce problème, notre souffrance devienne visible, mais il dit 168 immolés plus tard, le monde est toujours silencieux sur le drame du Tibet. And Dalai Lama, many times he repeats, no, please stop, no dying, live and do something good. But Tibetan inside Tibet, they are really no freedom and under control. And then they want to demonstrate and the problem outside the wall. And this is looks like a violence, burning. But these Tibetans are very peaceful and just only not killing like Al-Qaeda. They kill other and then die. No, these Tibetans we can see out inside. So they pray, long life Dalai Lama, world peace, and Dalai Lama should come back to Tibet. Only this. They don't criticize government, they don't criticize China, and they only 3 words say, and then they burn. So it's, the motivation is very not negative. The action looks like a violence. Il faut dissocier donc ce qui vous apparaît comme une action violente, une manifestation violente, mais Wang Shen dit quand ces personnes s'immolent, elles le font d'une manière très paisible, elles mettent le feu à leur personne, et ce dont il faut tenir compte, c'est leur motivation. Leur motivation, c'est de dire il se produit un génocide culturel au Tibet, mais nous n'allons pas réagir d'une manière violente, nous nous sacrifions. Voilà, donc là il y a une vraie différence entre l'intention, qui est une intention non violente, puisqu'ils contrairement à Al-Qaïda par exemple, ce que dit Wang Shen, ils ne commettent pas une action violente contre un autre, ils commettent cette action violente, ils retournent cette action contre eux, mais on ne peut pas dire vraiment que ce soit de la violence. But Chinese government says this was given provoked by Dalai Lama to burn themselves. No, the Chinese government, they explain different meanings. And Dalai Lama said, no more dying, no more self-immolation, please live and do something good for the world. Yes? And repeat again and again. So this is a way, So good news is that 2023, no more Tibetans burn themselves. So this is something good. But inside Tibet, the problem is not finished. The Chinese government putting more and more pressure on Tibetans, and now the 1 million children are not allowed to learn our Tibetan language in Tibet. They were put into boarding schools, only Chinese, and the children cannot go back to their home family. So they boarding school with the Chinese people and forget Tibetan language and only speak Chinese. This is happening now. Oui, donc Wang Shen répète que le Dalai Lama est tout à fait contre ces immolations, enfin, tout à fait contre. Il dit aux Tibétains, ne vous tuez pas, vivez, faites quelque chose de positif
pour la vie, mais à l'intérieur du Tibet, ces gens-là réagissent pour montrer que rien n'est fini et que l'oppression par les Chinois, la violence chinoise continue. Donc Wang Shen cite le cas d'1 million d'enfants qui sont déportés, dans des orphelinats aujourd'hui et dans des pensionnats, pardon, et qu'on empêche de parler leur propre langue. Et donc ça, c'est de la violence et tout ça continue. Il y a aussi des délocalisations massives de paysans, des villages entiers qui sont, où on supprime des villages de Tibétains entiers, on les délocalise pour évidemment être présents sur leur terre. Donc la répression, le génocide culturel continue au Tibet et certaines personnes réagissent comme ça par ces immolations et pour attirer l'attention sur ce qui se passe au Tibet. Okay, so Tibet is an important country in Asia, yes, root of the world. And Tibet is not poor country. It's a resources, mineral, and very important in Tibet. We have uranium in Tibet. We have lithium in Tibet, gold in Tibet, and the forest and the rivers. Most important river in Asia, Yellow River of China, Yangtze River goes to China, Mekong goes to Burma and Thailand and Vietnam, and Brahmaputra goes to India and Bangladesh, and Ganges and Satluj to Pakistan. All important rivers comes from Tibet. Now, Donc le Tibet est un pays très important, avec énormément de ressources, un pays très riche, ça n'est pas un pays pauvre. Nous avons du lithium, nous avons de l'uranium, de l'or aussi je crois, et nous appelons le toit du monde. La plupart des grandes rivières d'Asie ont leur source au Tibet, le fleuve jaune, le Yangtze, le Mekong, donc tout ça fait partie du Tibet et c'est le Tibet. Now, in month of February, Chinese government decided in Kham, there's a Yangtze River is flowing. Now they have decided to make one of the biggest dam. They close and then water come up. Now, some monasteries, some villages are going under. The monasteries, 13th century monastery paintings, will go down under the river, and Chinese and the Tibetan people say, please, no, and then they have arrested and even beaten. And Chinese government decided to do them. We are going to lose, our heritage of 13th century painting in the wall. En février, le gouvernement chinois a décidé de faire un barrage énorme sur le fleuve Yangtze et ce barrage a fait que des villages entiers sont allés sous l'eau, ont été débordés, inondés, et les Tibétains ont dit arrêter sur tout ça parce que beaucoup de monastères étaient construits là et ont été détruits, des monastères et des peintures notamment qui datent du XIIIe siècle et qui ont été, et les Tibétains ont dit arrêter au gouvernement chinois. Le gouvernement chinois évidemment les a mis en prison, les a battus, torturés, et tout ça a lieu et continue à avoir lieu en ce moment au Tibet. Okay, this is political situation, but it's important that you should know French government and French people are so supportive to Tibetan. We know that. We are grateful to your government and your people, French people, Merci beaucoup, But, you have to sometimes, the Chinese influence government, business is business, okay? But human rights and freedom of people is more important than Chinese money, okay? C'est de la politique, c'est vrai, mais il est très important que vous, Français, vous le sachiez, nous, Tibétains, nous sommes conscients des sentiments favorables que vous exprimez à notre égard. Nous en sommes très reconnaissants et il est très important que vous réagissiez au niveau de votre gouvernement
Certes, le business, c'est le business, mais plus important que le business, c'est la culture, c'est ses richesses, c'est ce patrimoine culturel qui disparaît et qui disparaîtra pour toujours. Okay.